nouvelle, une moins mauvaise, une moins bonne nouvelle et une très bonne nouvelle. Bon, voilà. Et alors, je vais commencer par la bonne nouvelle. En jeu, c'est un outil qui utilise la technologie dans tout le débat actuel sur l'impact de la révolution technologique, qu'est-ce qui va se passer pour le monde du travail, pour les associations, etc., etc. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un site web qui s'appelle willrobotstakemyjob.com. Est-ce que les robots vont prendre mon travail? Comment l'intelligence artificielle et l'ère numérique va s'emparer de nos réalités? Et ce matin, j'ai tapé, donc en fait, vous tapez votre métier, alors assureur, ingénieur, architecte, facilitateur, taxi driver, et immédiatement, ce site vous dit la probabilité selon laquelle votre job va disparaître. Si vous tapez taxi driver, donc c'est willrobots au pluriel takemyjob.com, vous allez savoir dans la décennie qui arrive la probabilité pour que votre job disparaisse. Ma très bonne nouvelle, chère Marie-Hélène, c'est que ce matin, dans la perspective de notre conversation, j'ai tapé Social and Community Services, c'est-à-dire le travail social et communautaire, qui est le cœur de métier de la société civile en fait. Et la probabilité pour que ce business disparaisse du fait de l'intelligence artificielle et du monde numérique est de 1%. Voilà. Donc, bonne nouvelle, ça veut dire on est là, on va rester là longtemps. Ça veut surtout dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'humain est au cœur des choses, ben, il y a de l'espoir. Donc ça, c'est ma bonne nouvelle. Ma moins bonne nouvelle, c'est que, comme Marie-Hélène l'a expliqué, je suis spécialisée dans la lutte contre la corruption et en particulier dans le secteur de l'aide. Et en fait, la réalité est que la société civile, les organisations non gouvernementales sont sujettes à des schémas de corruption, comme n'importe quel secteur d'activité. Pourquoi? Parce qu'il y a de la corruption là où il y a de l'argent, là où il y a du pouvoir, là où il y a de l'influence. Et il faut savoir qu'on a beau parler de la crise du bénévolat et des ONG, la réalité c'est qu'il y a de plus en plus de millions d'heures bénévoles par an, il y a de plus en plus d'initiatives associatives, et aujourd'hui on peut vraiment considérer que le secteur de la société civile, c'est un troisième pilier. Il y a le secteur public, il y a le secteur privé et il y a la société civile, c'est un business. On estime que dans le secteur de l'aide, c'est un business qui est d'environ 177 milliards de dollars par an. Okay? Donc c'est vraiment un business. C'est une industrie qui a un business model. Et on sait aussi que 30% de ces 177 milliards de dollars vont à la corruption. En fait, j'ai appris à identifier des schémas de corruption. Il y a une douzaine de schémas de corruption qui sont spécifiques au secteur de l'aide. Il y en a certains qui sont spécifiques aux ONG locales. Et j'en ai retenu 3-4 pour notre conversation de ce matin. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Ces schémas de corruption existent. Mais la très bonne nouvelle, c'est que Enjeu est un outil qui peut permettre aux ONG de faire face à ce problème de la corruption. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la fraude et la corruption, les cadres des organisations ne sont pas forcément au courant. Ils ne se rendent pas compte. Pourquoi? Parce que le système de contrôle interne n'est pas assez robuste, le système financier administratif, la gestion des bénévoles n'est pas claire et transparente, la gouvernance est instable, etc., etc. Alors il y a 4 schémas que j'ai retenus, que je voulais évoquer avec vous ce matin. Le premier schéma, c'est le schéma de la corruption des fantômes. C'est Ghost Phenomena, c'est un schéma très connu. Alors les fantômes, c'est les listes de bénévoles qui n'existent pas, mais qu'une association va présenter auprès de la collectivité territoriale pour avoir un budget, par exemple. Ou alors ce sont les activités qu'une association va énumérer dans son rapport d'activité annuel, mais qui auront fait l'objet d'un paiement de quelque chose, mais qui sont des activités qui n'existent pas. En fait, on sous-estime ce phénomène des listes fantômes. Alors, les listes fantômes les plus connues, c'est les salariés qui n'existent pas, mais qui reçoivent des salaires. Certains sont rattrapés. Les bénévoles qui n'existent pas, mais qui sont dans la liste, on l'a vu sur des opérations de secours où des organisations ont déclaré avoir des secouristes en masse. Quand il a fallu déployer les secouristes, ils n'existaient pas. Voilà. Donc, et en fait, Enjeu nous parle de cette question de gestion des bénévoles, comment, en anglais on dit attract, train and retain, attirer, former et retenir
parce que attirer des bénévoles, quelque part, si la mission et la vision est constructive et positive, c'est assez facile. Mais les former, les retenir, c'est plus difficile. Et cette question-là est évoquée dans les questions qui sont posées dans cette application. Le deuxième schéma de corruption que j'ai retenu, qui est un schéma très classique des petites organisations qui n'utilisent pas l'outil informatique, c'est ce qu'on appelle le double dipping, c'est-à-dire l'enregistrement comptable double. En gros, Ricardo me fait une donation de 50 €, Marie-Hélène me fait une donation de 50 €, et moi je dois, je ne sais pas, fabriquer du fromage, et je fabrique pour 50 €, puis je me rends compte à l'un et à l'autre dans mon rapport d'activité annuel, j'ai utilisé tes 50 € Ricardo. Au fait, j'ai utilisé tes 50 € Marie-Hélène, mais c'est les mêmes 50 €, puis les autres, ils vont ailleurs. Donc ça, c'est un schéma de corruption, mais alors on le voit, il fait partie des double dipping, le double accounting. Et ça, justement, l'application sur les questions de la bonne administration évoque cette question de, tu parlais de la professionnalisation, la compliance, en français comment on dit, la conformité avec les règles financières, ça ne s'improvise pas. Il faut connaître le droit, il faut connaître la règle, il faut connaître le standard, il faut rendre de compte en fonction du droit, de la règle et du standard. Le troisième schéma que j'ai retenu, qui est un schéma classique des petites organisations, je l'ai appelé l'urgence à dépenser. Hein, vous connaissez le site, les organisations ont un budget annuel, les ONG reçoivent un budget annuel et elles doivent dépenser annuellement ce budget parce qu'elles n'ont pas le droit de faire le carry-over, en français je ne sais pas comment on dit, la réserve sur l'année suivante. Donc en gros, Marie-Hélène, je t'ai donné 100, mais comme je suis bonne volonté en tant que collectivité territoriale, je l'ai programmé dans mon budget, etc. Mais le versement n'a lieu qu'au mois de mars. Mais tu dois tout dépenser avant fin décembre. Voilà. Alors du coup, tu annualises tes dépenses dès le mois de janvier parce que tu as la probabilité que tu vas avoir ta subvention. Et puis si tu as de la trésorerie, mais si tu n'as pas de trésorerie, tu attends d'avoir la subvention pour dépenser cette subvention, puis tout à coup, en décembre, tu n'as pas tout dépensé. Et alors le schéma de l'urgence à dépenser dans les ONG, ça c'est un grand classique. Hein. Il n'y a qu'à regarder les dépenses. Regarde, ça se passe entre septembre et décembre. Le taux de dépenses augmente en fin d'année, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'autour, le monde qui vibre autour de vous, c'est qu'en tant que petite ONG, vous devez faire des dépenses. Donc, si la petite ONG n'est pas robuste et solide et a des systèmes de contrôle interne légers, on va vous faire des propositions. Alors, le crime organisé, ce qu'il faut savoir, c'est que le crime organisé cible le secteur non-profit entre septembre et décembre. Hein? Pourquoi? Parce que c'est le moment où vous devez dépenser de l'argent. C'est-à-dire, c'est le moment où vous allez faire moins attention pour faire vos petits appels d'offres, où vous allez être peut-être plus prompte à solliciter des tiers pour faire votre travail de due diligence. Donc, cette urgence à dépenser, c'est un schéma de corruption que j'ai identifié, que j'ai documenté. Il y a vraiment des cas très amusants. Hein. Dans le système des Nations Unies, par exemple, cher ami, c'est quelque chose qu'on repère très bien sur les frais de traduction de documents. C'est-à-dire qu'en fin d'année, les départements, ils doivent dépenser de l'argent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils traduisent. Alors, le plus haut taux de traduction du document des Nations Unies, alors je ne parle pas des interprètes, je parle de traduction, c'est entre septembre et décembre. Et ça se calcule en millions, en fait. Hein. Le quatrième schéma que j'ai retenu pour notre conversation ce matin, c'est le népotisme. C'est-à-dire qu'on sait très bien que dans les petites structures, les personnes qui créent leur petite organisation, elles le font parce que ce qu'elles font a du sens pour le travail communautaire et pour l'environnement. Elles le font avec des gens de bonne volonté, qu'elles connaissent, qui s'approchent d'eux. Et souvent, dans ces schémas-là, on retrouve le mari, l'enfant, le fils, l'oncle. On retrouve. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont proches de nous, qui nous comprennent, qui sacrifient de notre vie, de notre temps, de nos vacances, de notre famille. Alors, c'est quand même mieux d'avoir la famille avec soi, embarquée dans cette vision communautaire. Et alors, au début, ça marche, mais dans la durée, quand il y a un scaling up, une montée en puissance de la structure associative,
il y a des remises en question nécessaires. Et l'outil en jeu pose des questions de façon neutre, indépendante et impartiale, comme on dirait dans d'autres mondes, pose cette question de, au fait, votre gouvernance c'est quoi? Est-ce que c'est démocratique? Est-ce qu'il y a une rotation de la gouvernance? Est-ce qu'il y a des structures? Est-ce que les structures sont... Il y a un double contrôle? Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que le temps est compté. La bonne nouvelle, c'est que le business dans lequel vous êtes a très grande probabilité de ne pas disparaître.